Bonjour à tous, nous voici dans le dernier cours de l'univers technologie et cette fois-ci nous allons nous intéresser aux matériaux eux-mêmes et nous allons regarder un petit peu de quels sont les différents types de matériaux qu'on va pouvoir rencontrer et utiliser pour fabriquer des objets et aussi comment les protéger des différentes modifications qu'ils peuvent subir tout au long de leur vie. On va commencer par le matériau le plus commun, en tout cas celui qui nous entoure quasiment le plus. Donc ce sont les plastiques. Alors, les plastiques, comme vous le savez, il en existe plein. Vous en avez déjà croisé autour de vous. Vous savez à travers, par exemple, les activités de recyclage, qu'on ne peut pas justement recycler tous les plastiques. Alors on va essayer de décortiquer un peu les différents types de plastiques. Alors premièrement, comme vous le savez, les plastiques, ce sont des matériaux qui sont en fait des dérivés du pétrole. Donc, on prend du pétrole, on lui fait subir différents traitements chimiques et on va isoler certaines substances qu'on retrouve dans le pétrole pour fabriquer les différents plastiques. Alors, qu'est-ce qui différencie des plastiques? Alors déjà, bien comprendre qu'un plastique, donc, c'est un dérivé du pétrole, comme on l'a dit, et on prend une substance qui nous intéresse dans le pétrole et en fait, on l'accroche un nombre très élevé de fois avec elle-même. Donc on fait une longue chaîne de cette substance chimique et ça fabrique un plastique. Donc la substance chimique qui nous intéresse, on appelle ça un monomère, il en existe plusieurs sortes. Et lorsqu'on accroche plusieurs monomères ensemble, on va former des polymères. Poly, ça veut dire plusieurs, mono, ça veut dire un. Donc il en existe différentes sortes de monomères. Et lorsqu'on les accroche ensemble, on forme des polymères. Les polymères, c'est le nom scientifique, si vous voulez, des plastiques. Donc, ce sont des substances chimiques qui sont accrochées des milliers, des millions de fois les unes derrière les autres. Alors, dépendamment du monomère qu'on va utiliser, on va retrouver différentes sortes de plastiques, bien sûr. Donc, si on prend une molécule qui s'appelle éthylène et qu'on l'accroche avec elle-même, un nombre très élevé de fois, on va se retrouver avec ce qu'on appelle un polyéthylène, donc plusieurs fois de l'éthylène. L'abréviation du polyéthylène, c'est PE, ou PE, des fois vous allez trouver, et c'est le plastique numéro 4. Alors, voilà à quoi correspondent ces numéros. Vous regarderez en dessous des numéros, il y a souvent un sigle de 2 ou 3 lettres, et bien c'est le nom du polymère qui correspond à ce plastique. Alors le polyéthylène, on le retrouve par exemple dans les capuchons de nos bouteilles. Et ainsi de suite, on va pouvoir en fait retrouver des différents types de plastique en choisissant différents monomères qu'on va accrocher ensemble. Donc on va avoir le plastique numéro 1 qu'on va retrouver dans les bouteilles et les emballages. On va avoir le numéro 2 donc qui est du polyéthylène à haute densité qu'on va retrouver dans certaines boîtes un petit peu plus solides, rigides. On a les chlorures de polyvinyle donc qui sont retrouvés, donc c'est souvent des plastiques un peu plus mou finalement. On va avoir les polyéthylènes à faible densité qu'on va retrouver dans certains emballages également. Les polypropylènes qu'on retrouve dans les plastiques souvent à usage unique dans les préparations alimentaires. Et le fameux styromousse ou polystyrène qui va servir dans nos gobelets ou dans différents objets autour de nous. Donc la liste n'est pas exhaustive, il en existe plein de sortes, donc il suffit de regarder le numéro et souvent les lettres correspondent au nom scientifique du polymère qu'on retrouve dans l'objet. Alors vous n'avez pas à connaître les noms, juste avoir compris cette histoire de polymères qui sont des enchaînements de monomères et il en existe différentes sortes. À noter que le numéro 7 correspond à tous les autres, donc c'est O qu'on utilise souvent comme lettre qui veut dire toutes les autres sortes de polymères qu'on va pouvoir utiliser. Et on notera également au passage qu'au Québec, on ne recycle pas le polystyrène, mais il y a des endroits dans le monde où on le recycle. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un plastique est recyclable ou non? Eh bien, en fait, c'est la façon dont les monomères sont accrochés ensemble. Donc, vous voyez ici, j'ai fait des toutes petites liaisons entre les monomères. On va considérer que les petits ronds bleus correspondent à des monomères. Alors, s'il est facile de séparer les monomères, donc de casser la liaison entre les monomères, à ce moment-là, il va être facile de recycler le plastique parce qu'on va pouvoir le faire fondre, donc le rendre liquide, donc faire que tous ces monomères se séparent les uns les autres sans les abîmer eux-mêmes.
ça fait qu'on peut faire un liquide visqueux avec le plastique et on peut le remouler pour refaire un objet. Alors ces plastiques recyclables qu'on peut facilement faire fondre sous l'effet de la chaleur sans qu'ils brûlent, sans qu'ils s'abîment, eh bien on appelle ça des thermoplastiques. Donc des plastiques qui vont se liquéfier sous l'effet de la chaleur, mais qui ne vont pas brûler sous l'effet de la chaleur, ils vont juste devenir mous, liquides, et on va pouvoir refaire des objets avec. Donc voilà, on l'a fait fondre, et là à ce moment-là, on a une petite flaque liquide de plastique qu'on va pouvoir réutiliser pour pouvoir fabriquer un nouvel objet. Donc les thermoplastiques sont recyclables. Les thermodurcissables, eux, ne le sont pas. Donc c'est quand il n'y a pas de petit triangle recyclable sous le symbole ou pour l'objet plastique, ça veut dire que c'est un thermodurcissable, et ça veut dire qu'il reste dur même sous l'effet de la chaleur. Donc les liaisons sont très solides entre les monomères et sous l'effet de la chaleur, ça ne fond pas. Alors la seule chose qui risque d'arriver, c'est qu'on va vouloir essayer de monter de plus en plus la chaleur pour être capable de le faire fondre, et en fait c'est le monomère lui-même qui va se dégrader sous l'effet de la chaleur, et on n'arrivera pas à modifier, en fait à séparer les monomères, on va juste détruire les monomères. Donc on peut pas le recycler, ce plastique, ce thermodurcissable, car il s'abîme sous l'effet de la chaleur et il ne fond pas. Alors, quelles sont les propriétés intéressantes des plastiques? Comment ça se fait qu'on en retrouve autant sur Terre? Eh bien, c'est parce qu'ils sont malléables. Évidemment, on peut les écraser, puis on peut faire des objets relativement fins, donc des feuilles plastiques de toute petite épaisseur. Et en plus, ils sont légers, c'est-à-dire qu'ils ont une faible masse volumique. Ils sont résistants, c'est-à-dire résilients et rigides. Pour certains, il y en a d'autres qui ne sont pas rigides, mais si vous pensez au plastique, par exemple, d'une bouteille en plastique, c'est rigide, c'est résilient. Si vous essayez de l'abîmer, ça va absorber le choc. Bref, ça a énormément d'avantages. Les propriétés sont extraordinaires et c'est pourquoi on les utilise autant et qu'ils s'accumulent dans notre environnement. Malheureusement, bien sûr, comme vous le savez, on les retrouve un peu partout sur Terre maintenant, notamment dans les océans, et ils ne s'abîment pas facilement avec l'environnement. Alors ils ont tendance à s'accumuler, et justement leurs propriétés qu'on avait utilisées au début, donc leur rigidité, leur résilience, ça fait que ils sont difficilement dégradables dans l'environnement. Alors ça peut finir quand même par s'abîmer, un plastique, notamment sous l'effet des rayons UV, des rayons ultraviolets du soleil, donc les quelques rayons ultraviolets qui passent et qui arrivent sur Terre, ça peut finir par les abîmer. Ou chimiquement, il y a certains produits chimiques qui vont réagir avec les plastiques et qui vont les abîmer également. Mais sinon, ça reste relativement solide et difficile à dégrader. Alors on va s'intéresser maintenant aux céramiques, une autre catégorie de matériaux. Donc cette fois-ci, c'est pas avec du pétrole qu'on les fabrique, mais c'est avec de la terre ou du sable. Donc les céramiques, c'est simplement des matériaux créés par la cuisson de différents sols qu'on extrait. Alors il en existe plein, vous en connaissez déjà sûrement, des briques par exemple, ça peut être de l'argile qu'on a fait durcir ou les différentes céramiques qu'on utilise pour nos pots, mais également le verre est une céramique, c'est du sable en fait qu'on a mis dans des conditions particulières. Alors ils ont des propriétés très différentes les uns les autres, ça dépend de quel type de sol on a utilisé, mais on les retrouve fréquemment autour de nous. Alors, la plupart du temps, ils sont rigides, donc c'est pourquoi on va les utiliser par exemple dans la construction, pour fabriquer des murs, ou des dalles par exemple, mais ils ne sont pas durs dans le sens où c'est relativement facile de les rayer. Donc vous avez, si vous prenez n'importe quel objet pointu sur une brique, ou même sur le sol ici, vous allez voir des rayures apparaître. Alors, comment ils se dégradent avec le temps? En fait, ils sont très 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 résistants à l'usure du temps, les céramiques, et c'est d'ailleurs pourquoi on va les retrouver dans le sol plusieurs milliers, dizaines de milliers d'années après qu'elles aient été fabriquées, ces céramiques. Par contre, c'est vrai que l'usure, donc les rayures, les chocs, vont avoir un impact sur ces céramiques, mais sinon elles sont relativement stables dans l'environnement, et ça fait qu'on les retrouve fréquemment, encore même après des milliers d'années d'enfouissement.
On enchaîne avec les métaux et les alliages. Alors les métaux, eh bien, ce sont les substances chimiques qu'on extrait des minéraux, je vous rappelle qu'on en avait déjà parlé, et qu'on retrouve dans un tableau périodique. Et donc on peut prendre des métaux purs, hein, ou on peut les mélanger ensemble pour faire des alliages. Donc les métaux, par exemple le fer qu'on utilise très fréquemment autour de nous, en réalité on l'extrait d'une roche qui contient des oxydes de fer. Et on peut également, comme je viens de le dire, mélanger ces métaux pour faire des alliages. Alors les métaux et les alliages ont des propriétés similaires. Donc globalement ils sont durs, donc difficiles à rayer ou à abîmer. Ils sont pour la plupart très malléables, donc on peut les écraser puis en faire des feuilles, et ou ductiles, on peut les étirer pour en faire des fils, et ils conduisent très bien la chaleur et l'électricité également. Alors vous inquiétez pas, hein, j'ai dit malléable, la plupart, hein, pour les fondations métalliques d'un bâtiment, évidemment on ne prend pas un matériau qui va s'écraser sous l'effet du poids. Donc ça peut être relativement variable tout ça. On peut créer des alliages notamment entre les métaux et des éléments qui ne sont pas des métaux. Par exemple l'acier, c'est du fer et du carbone qu'on mélange. Alors qu'est-ce qui abîme les métaux et les alliages? Le plus gros ennemi des métaux, c'est l'oxygène qu'il y a dans l'air, qui va réagir et qui va oxyder les métaux. Alors le plus connu évidemment c'est la rouille, hein, qui est l'oxydation du fer, mais en fait tous les métaux réagissent avec l'oxygène de l'air. Donc ils s'oxydent et c'est leur principal défaut finalement. On peut les traiter, on en reparlera après, pour qu'ils résistent mieux à l'oxydation. Également ils réagissent tous aux acides, donc s'il y a des substances acides qui leur tombent dessus, ils vont réagir chimiquement et ils vont perdre leurs propriétés. Alors on va enchaîner rapidement puis on verra comment protéger tout ça plus tard. Les matériaux composites par définition sont des mélanges de matériaux. Donc on peut avoir par exemple du béton et une armature métallique pour faire du béton armé, c'est ce qu'on va appeler un matériau composite. Un matériau composite a toujours un matériau qui est en plus grande quantité, qu'on va appeler la matrice, ici c'est le béton, et un matériau qu'on met en moins grande quantité, comme le fer ici, et qu'on va appeler le renfort. Alors pourquoi on fait des matériaux composites? Pour marier les différentes propriétés. Donc ces matériaux composites ont souvent la propriété de la matrice, mais ils ont une amélioration de propriété grâce au renfort. Donc on essaie d'avoir le meilleur des deux matériaux, si on veut, pour pouvoir résister aux différentes contraintes. Comme le béton armé résiste à la compression et à la torsion, ce qui n'est pas le cas du béton tout seul. Alors, par contre, il y a quand même des dégradations possibles, hein. Par exemple, le béton, son défaut, en fait, il y en a deux, hein. Le béton peut réagir chimiquement, donc c'est la matrice, hein, qui s'abîme, et ensuite le renfort lui peut s'oxyder. Donc souvent, c'est les propriétés de la matrice qui vont permettre de savoir comment s'abîment les métaux, les matériaux composites, pardon. Alors, les propriétés des matériaux peuvent être quand même améliorées ou protégées grâce à des substances chimiques. Par exemple, pour protéger les matériaux, on peut mettre des produits protecteurs. Donc sur le bois, on peut mettre des insecticides par exemple ou de l'enduit pour éviter à l'eau de rentrer, pour pas que ça pourrisse, pour que les champignons rentrent pas par exemple. Pour le faire, on va mettre des anti-rouilles, donc des vernis, des substances, des peintures, de la cire. Il y a toutes sortes de couches de protection qu'on peut mettre, donc de produits chimiques pour protéger. Et pour les plastiques, on peut mettre dans le monomère, on peut mélanger quelques substances chimiques, des additifs qui vont améliorer la texture du plastique et qui vont absorber la lumière, par exemple, éviter la dégradation sous l'effet de la lumière, comme on l'avait vu tout à l'heure, ou leur permettre de mieux résister à l'eau. Et enfin, pour les métaux, il existe différentes techniques, notamment une méthode de plaquage qui va être de mettre par-dessus le métal une substance chimique qui va résister à l'oxygène. Et il y en a une particulière pour le zinc qui s'appelle la galvanisation. Donc on met du zinc par-dessus le métal et ça va faire un plaquage qui résiste à l'oxydation mieux que s'il n'était pas là, tout simplement. Voilà.